Mourir ou renoncer. Ces mots qu'on entendait hier dans les États muselés par les dictatures militaires, aujourd'hui, dans une Espagne démocratique, le peuple basque les répète encore. Certains s'étonnent que les peuples minoritaires luttent pour leur droit à se gérer eux-mêmes. Je m'étonne, quant à moi, que les Basques, à qui l'on a volé la terre, interdit la langue et violé les coutumes, aient traversé les siècles. L'histoire du Pays basque, c'est l'histoire de la lutte d'un peuple pour sa survie et pour la pérennité de sa langue. Habían preparado con una excavadora una especie de cuesta y habían limpiado entre unos árboles, les subieron allí con una ambulancia. Ils avaient fait au bulldozer une sorte de pente défrichée entre les arbres. Ils l'ont amené en ambulance, ils ont monté un trépied et nous ont fait venir. On a pensé que les gens qui allaient faire ça n'étaient pas des gardes civils normaux, car ils étaient barbus. C'était interdit à l'époque. Ils l'ont amené jusqu'à l'endroit où ils devaient le fusiller. Ils l'ont attaché au trépied, ils nous ont dit de monter. Je suis monté en courant derrière les avocats. J'ai vu que les gardes étaient prêts. J'ai vu qu'ils les regardaient avec une expression, une rage immense. Il m'a vu. Moi, quand je l'ai vu, j'ai juste fait le signe de la victoire. Il a entonné l'hymne du soldat basque avec une force incroyable. À la seconde strophe, la fusillade a commencé, mais avant cette salve, on lui a tiré dessus une fois. C'était peut-être pour l'intimider. Ils n'ont pas réussi. Puis il y a eu des coups de feu, mais espacés, pas en une seule fois comme d'habitude. C'était des tirs espacés de plusieurs secondes. Franco est mort en novembre 1975, et donc s'est mis en route, péniblement, mais s'est mis en route quand même, une démocratisation de l'État espagnol, qui s'est faite d'ailleurs aux dépens du Pays basque, parce qu'on a vu quelque chose qui, d'un point de vue espagnol, est assez remarquable. C'est-à-dire, on a oublié complètement les affrontements douloureux de la guerre civile, on a oublié 40 ans de dictature, et il y a une sorte de réconciliation nationale assez exceptionnelle et exemplaire. On a vu les communistes être admis par les anciens franquistes, on a vu les communistes accepter la monarchie, comme les socialistes d'ailleurs, c'est-à-dire il y a eu une sorte, le pacte de la Moncloa, c'est-à-dire sur un plan de la réconciliation espagnole, une sorte d'étape exemplaire. En revanche, tout ça s'est fait sur le dos des Basques, parce que les Espagnols se sont réconciliés, mais là-dedans, qu'est-ce que sont devenus les Basques? À la fin du XIXe siècle, l'arrivée au pouvoir des libéraux espagnols entraîne au Pays basque la suppression des fueros, les lois et coutumes qui réglementaient la vie du peuple basque et lui offraient une réelle autonomie. De là est née la volonté de créer un État indépendant dont le PNV, le Parti nationaliste basque, en est la première expression politique. Mais très vite, le PNV connaît des scissions entre les modérés, régionalistes espagnols, et le camp des radicaux, indépendantistes. Aujourd'hui, les indépendantistes sont représentés par Herri Batasuna, la coalition de différents partis de gauche, née suite à la légalisation des partis politiques, 3 ans après la mort de Franco. Les jeux politiciens ont repris le dessus. Le Parti nationaliste basque s'est allié avec le PSOE pour présenter des sénateurs ensemble, etc., pour obtenir ce qu'ils ont d'ailleurs obtenu, une autonomie séparée de la Navarre, mais une autonomie quand même, et que donc les autres qui ne voulaient pas de ce réformisme-là, notamment de ce calendrier électoral à l'espagnol, qu'ils ont d'ailleurs accepté d'une certaine manière plus tard, Jean de Eta, à travers Herri Batasuna, qui est né quelques années plus tard,
Mais là, dans un premier temps, tous ces gens-là se sont retirés du jeu démocratique espagnol et d'une certaine manière, le PNV aussi, le Parti nationaliste basque, puisque la Constitution a été présentée au peuple espagnol et le PNV n'a pas voulu voter pour la Constitution. On peut dire qu'aujourd'hui, la loi fondamentale qui régit les Espagnols est une loi qui n'est pas acceptée par les Basques. Les Basques n'ont pas accepté la Constitution espagnole. D'une certaine manière, elle ne s'applique pas à eux. L'Espagne encore ne croit pas que les Basques sont basques. On dit qu'est-ce que c'est un basque, en France on dit qu'est-ce que c'est un basque, c'est une façon d'être français. Et les Espagnols disent la même, les Basques, ici, dans l'État espagnol, c'est une façon plus d'être espagnol. Et nous voulons être tout simplement basques et décider pour nous-mêmes. Sur les 7 provinces basques, 4 sont situées dans l'État espagnol. En 1979, un statut d'autonomie est soumis par référendum à 3 des 4 provinces. Ce statut, qui légalise l'infériorité de la langue basque, réaffirme l'interdiction d'exercer le droit à l'autodétermination et entérine la séparation de la Navarre, n'offre à la communauté autonome basque qu'un relatif pouvoir de décision dans un cadre purement régionaliste espagnol. 2 ans plus tard, l'Espagne sera découpée en 17 régions autonomes. Quand la démocratie est arrivée en Espagne, je disais la République, c'est encore la monarchie, enfin la démocratie est arrivée en Espagne, État a continué son combat, puisque ce n'était pas pour la démocratie qu'il se battait, mais pour l'indépendance du Pays basque. Donc aujourd'hui, État est considéré comme terroriste et chassé, alors que jusqu'en 1983-4, y compris le début des premières années du gouvernement Mitterrand ici, ils étaient considérés par Defer, lui-même ministre de l'Intérieur, comme des résistants. Et ils avaient droit à des cartes de séjour et de réfugiés politiques. Et puis la politique change parce que jusqu'en 83, en 82, l'Espagne est certes devenue relativement démocratique, mais gouvernée toujours par des anciens franquistes, par la droite. Et puis tout d'un coup, les socialistes, le PSOE, arrivent au pouvoir, en octobre 82. Et tout d'un coup, les socialistes, c'est-à-dire les anciens républicains, c'est-à-dire les copains de Mitterrand, dans l'internat socialiste. Donc, les gens qui combattent l'Espagne sont devenus des adversaires. Et du coup, État, qui était l'année précédente considéré par Defer comme des gens qu'il fallait recevoir dignement, comme des réfugiés, deviennent des terroristes qu'on pourchasse, et c'est devenu tout à fait effroyable. Parce que État n'a jamais commis le moindre attentat, le moindre acte de violence ici. Jamais. Or, on les poursuit exactement comme c'est des terroristes. Des terroristes, là-bas, certes. À son arrivée au pouvoir, le PSOE, le Parti socialiste ouvrier espagnol, met en place un programme spécial nommé Plan Zen, plan pour une guerre totale contre les indépendantistes basques. Il prévoit un niveau international et précise que ces actions doivent avoir une incidence spéciale sur l'État français. En effet, quelques mois plus tard, le GAL, groupe antiterroriste de libération, signe sa première action. Le 16 octobre 1983, Yoshi et Yoshéan, 2 réfugiés de 20 ans, sont enlevés à Bayonne. Leurs corps ne seront retrouvés en Espagne que 12 ans plus tard, enterrés dans 50 kilos de chaux vives, les gencives percées de tiges de fer, des marques de balles dans la nuque. En 2 mois, le GAL procède à 5 actions, 4 morts et l'enlèvement d'un citoyen français, Segundo Marey, confondu avec un réfugié basque. L'otage, encombrant, fera alors l'objet de tractations secrètes entre les 2 États, et Segundo Marey sera rendu en échange de la libération de 4 policiers espagnols arrêtés sur le territoire français pour une autre tentative d'enlèvement. « 1984. De Bayonne à Hendaye, 12 attentats. 8 réfugiés abattus, 11 grièvement blessés. Le 26 septembre 1985, 2 hommes apparaissent à la porte du Montbar. Ils tirent 20 coups de feu, 4 réfugiés trouvent la mort. Dans l'année 85, 16 attentats, 10 blessés, 11 morts, dont 4 personnes qui n'avaient aucune activité militante. Février 86.
3 hommes, armés de pistolets automatiques et d'un fusil de chasse à chevrotine, se placent devant le bar Le Bachoki. Ils vident leur arme en quelques secondes et s'enfuient à pied. 6 personnes sont blessées, dont 2 petites filles de 3 ans. En 10 jours, le GAL signe 3 actions, 2 innocents sont tués et 7 personnes blessées. Il y a eu 27 morts en 3 ans. Fait par les bataillons basques espagnols, les gens, des mercenaires de l'État espagnol, aujourd'hui de plus en plus connus, puisque Felipe González lui-même est ébranlé. On a failli le mettre en examen et en prison. Des juges sont en train de se poser la question s'il n'était pas le grand chef du GAL. Et que plusieurs de ses ministres et des généraux de la guerre civile sont aujourd'hui en prison. Parce que c'est eux qui organisaient les assassinats ici. Si l'Espagne ouvre timidement quelques dossiers, la France, quant à elle, se protège. Elle nie et punit toute tentative qui tendrait à prouver la responsabilité de fonctionnaires français. Amédo Foussé, sous-commissaire espagnol, reconnu comme étant l'instigateur de nombreux attentats, dénonce ses collaborateurs français. Il y a également un policier espagnol qui a parlé, qui a dit qu'il remettait de l'argent, qu'il venait, qui travaillait au sein du gouvernement civil, qui est un peu la préfecture à Saint-Sébastien, et qui a parlé, qui a dit que lui, il était chargé de transmettre des fonds en échange des documents qui lui étaient remis par des policiers français. Et il a donné des noms. Ángel López Carrillo, coordinateur policier chargé des relations entre le gouvernement civil de Saint-Sébastien et le ministre de l'Intérieur espagnol, ouvre ses dossiers. Des centaines de documents officiels provenant de la police, de l'administration et de la justice française servaient à la préparation des attentats contre les réfugiés basques. Notes confidentielles, procès-verbaux, photos d'identité, relevés de barrages de la police française, bordereaux paraphés par la sous-préfecture de Bayonne, relevés manuscrits de contrôle d'identité avec commentaires personnalisés pour d'éventuels attentats. Liste d'adresses dans lesquelles on retrouve plusieurs noms, dont Juan Carlos García Goena, qui a été tué dans un attentat en 1987. Autant de documents et d'aveux qui mettent en cause des fonctionnaires de la police des airs et des frontières, de la police judiciaire, des renseignements généraux, de l'armée, la sécurité, la gendarmerie, la DST et la police urbaine. Recrutés en France dans les milieux d'extrême droite, ces mercenaires collaboraient aux côtés de policiers, truands, gardes civils et barbouzes et formaient les commandos du GAL. Les gens qui sont tombés en France et qui ont été poursuivis et condamnés, ce sont des hommes de main, des mercenaires. Mais reste à élucider encore aujourd'hui les responsabilités premières, c'est-à-dire les donneurs d'ordre et les donneurs d'informations. Parce que ce qui est clair, c'est que ces personnes-là ces mercenaires-là ont été trouvés en possession des photographies et des informations confidentielles telles que les domiciles où habitaient tous ces réfugiés qui ont été tués, des informations et des photographies qui avaient été remises par les réfugiés à la sous-préfecture de Bayonne lorsqu'ils allaient renouveler les papiers. Mohamed Talbi, mercenaire arrêté en 1987 pour l'enlèvement de Segundo Marey, se présente au tribunal avec cet écriteau. La police connaissait tous les projets d'attentats des terroristes policiers français et espagnols du GAL dès le 3 décembre 1983. Sur une 50aine de dossiers instruits, Michel Swan, président de la chambre d'accusation de Pau, membre de l'APM, le syndicat d'extrême droite, prononcera une 20aine de non-lieux. Il y a eu des policiers qui ont eu des accidents de voiture, il y a eu des mercenaires qui sont morts en prison. Il y a un taux de mortalité important. Je ne sais pas. Chacun pense ce qu'il veut. Et qu'est-ce que tu en penses? Mais je pense que je ne sais pas. Un jour, on saura. Parce que tout se sait. Nous vivons aujourd'hui un moment historique avec le retour des déportés décidés à mettre fin à leur situation.
Après tant et tant d'années, ils et elles sont de nouveau avec nous. Et nous tenons à dire que nous les ramènerons au Pays Basque. Parmi nous, Rosa Alcorta et Pachi Hernandez. Un grand bravo à nos combattants. Merci à tous. Au nom du collectif des déportés basques de Panama, Cuba, Togo, Gabon, Venezuela, Équateur, République dominicaine, Sao Tomé, Algérie et Cap-Vert, nous nous adressons à vous qui êtes venus du Pays basque ainsi qu'à la communauté internationale. Le collectif des déportés politiques basques désire informer la société basque ainsi que la communauté internationale que, au-delà de la dénonciation et de l'injustice liée à la déportation, il a décidé d'en finir avec cette situation. Pourquoi tu as été arrêté en Andorre? Il était cherché déjà. Oui, mais par l'Espagne. Si, par l'Espagne. Et alors, un autre pays a le droit de juger des affaires qui sont... Non, parce qu'on a fait quelques actions à Andorre. On nous a jugé pour ces actions. On nous a condamnés. Et après, on nous a ramenés en France à finir. Une fois que tu es condamné, on te ramène en France pour faire la prison. D'accord. Et donc là, il y avait 7 ans. Et après, il avait 10, mais avec une histoire et une autre, ça restait en 3. Donc la peine restait en 7. 3 années de moins. Donc la peine était terminée. Et en fait, il y avait autre chose qui commençait, quoi. Les 15 jours que j'ai passés à la Vendée, c'était dans la région de la Vendée, Chantonnay, un petit village. On m'a mis 6 personnes, 6 inspecteurs, je crois, de celui qui tu viens de dire, renseignements généraux. Et ils ne me laissaient pas, c'était comme un ombre. Si tu te levais, ils se levaient, si tu partais, ils partaient. On avait 2 chambres, une pour moi et l'autre pour eux. Et on a passé 15 jours là-bas, en train de tourner dans le lac qu'il avait là-bas, il n'avait rien à faire là-bas non plus. Et un bon jour, on dit, allez, prépare-toi, on va faire un tour à Paris. On m'a monté dans l'avion et dans mon cas, je suis allé tout seul. On m'a laissé dans l'avion. D'ailleurs, c'était bon parce que je suis arrivé en Algérie sans aucun papier, sans rien du tout. En principe, quelqu'un devait m'attendre. À l'époque, il y avait des camarades là-bas. Mais l'avion, il est arrivé trop tard et il n'y avait personne. Il est arrivé un bon monsieur. Il dit, qu'est-ce que tu fous ici? Je ne sais rien. Et encore, je croyais que je passais une nuit en prison parce que comme personne ne m'attendait là-bas, personne ne savait rien, je n'avais pas aucun papier. Après, il a paru quelqu'un. Il est venu quelqu'un de la sécurité militaire et bon, ça s'est passé beaucoup mieux. Après, j'ai vu les camarades et tout, bon, très bien. Mais ça s'est passé comme ça, on était monté dans l'avion. Il y a eu une petite dispute pour voir qui payait les billets. Et en plus, je veux payer. Non, ils sont arrangés tout de suite ça. Dans notre cas, c'est les militaires qui les accompagnent jusqu'à le pays. Parfois, même avec des menottes. Il y a eu d'autres camarades qu'on les a montés dans l'avion sans sortir de prison. On s'est baladé par là, même avec des papiers de réfugiés politiques. On les a foutus dans l'avion. Et une fois qu'ils sont sortis, une fois qu'ils sont arrivés, ils ne savaient pas où. Ils ont vu où ils étaient. Ça dépend. S'il y avait beaucoup de Noirs, on était en Afrique. Sinon, sans savoir ni les pays, ni rien du tout. Ils n'ont pas été expulsés pour aucun tribunal, c'est encore plus illégal. Au moins pour l'expulsion, parce que condamné à la déportation, ça n'existe pas. En 1984, Madrid remet une liste de noms aux autorités françaises qui procèdent en 3 ans à une 50aine de déportations. Les 9 pays d'accueil, tous d'anciennes colonies françaises, espagnoles et portugaises, acceptent le service en échange d'aide économique de l'Espagne. Le traitement infligé aux déportés varie en fonction des relations entre Madrid, qui maintient sa pression, et le pays d'accueil. Aujourd'hui, répartis entre Cap-Vert, Sao Tomé, Cuba, le Venezuela, Panama et la République dominicaine, les déportés ont pour la plupart obtenu une régularisation dans le pays d'accueil. Ceux qui étaient à la République dominicaine, c'est 2 qui restent encore. Ils sont dans un petit appartement, à l'époque il était 6, un petit appartement avec 2 pieds, je crois.
le début avec les policiers dedans. On pouvait sortir une fois par semaine pour acheter pour faire les achats, accompagné toujours des policiers. Et ça, c'était vraiment... Et c'est toujours comme ça? Il y a eu quelques-uns qu'on les a ramenés, ils sont en prison maintenant. Ils sont en prison maintenant? Oui, il y a 2, ils sont restés là-bas. Tu t'imagines 6 personnes on finit bien, s'ils sont des camarades, ils sont de bons amis, on finit pour se monter les histoires à la tête. Et ça pour la vie, normalement? Pour toujours? S'ils le veulent, oui. Dans la déportation, tu ne vois pas les barreaux, mais ils sont là. Et il n'y a pas une façon de les couper. Tu es coupé en plus de toute relation avec les amis, avec ton pays, avec tout. Ça, c'est le but de la déportation. On te ramène là-bas, on te laisse là-bas. C'est moins cher en plus que la prison. Et on finit pour... Bon, le fait, c'est qu'il y a eu 4 ou 5 camarades ils sont finis là-bas. Ils sont morts dans la déportation. Et tous des jeunes, ce n'est pas des vieilles qui sont morts. Comment est-ce que vous avez fait pour réussir à revenir ensemble? Parce que nous sommes très bons. Je ne sais pas comment on a fait, on a passé beaucoup de temps. Hein. Et je crois qu'on a réussi parce qu'on avait beaucoup envie de venir. En 1987, après l'échec de la politique dite du repentir, les autorités espagnoles décident de disperser les prisonniers basques dans toutes les prisons de son territoire. Le but, la réinsertion. Pourtant, partis politiques, syndicats, mouvements sociaux, tous se font l'écho de la lutte engagée par les prisonniers eux-mêmes, tous s'opposent à cette mesure illégale. Illégale autant d'un point de vue international que sur le plan de la loi espagnole. Sur 600 prisonniers, 50% sont incarcérés à une distance moyenne de 1000 km de leur milieu familial. Plusieurs d'entre eux sont incarcérés à 2500 km. Pour les familles, cela représente des milliers de kilomètres à parcourir pour 20 minutes à 1 heure de visite selon la prison. Les autorités espagnoles se sont rendues compte qu'il y avait un sens de collectif politique entre les gens qui étaient en prison, qu'il y avait des réunions, qu'il y avait une vie communale. C'était un vrai collectif politique. Alors ils ont commencé à les éloigner petit à petit du Pays Basque. Ils les ont amenés à la prison de Soria, qui était une prison où les conditions de vie étaient très dures, avec la police dedans la prison, qui faisait le rôle de gardien dedans la prison. Ils n'ont pas réussi dans ce but, alors de nouvelles techniques, éloignement total jusqu'en Andalousie, à Puerto Santa Maria, avec des prisons construites spécialement pour les prisonniers basques, des prisons d'autres sécurités, en suivant des modèles modernes. Et nouveau échec de la politique pénitentiaire de l'État espagnol pour crever et casser le collectif des prisonniers politiques basques. Nouveau essai avec de nouvelles techniques. Herrera de la Mancha, une prison très emblématique, on dirait. Les prisonniers ont mené une lutte très dure et très longue contre cette prison, contre le régime. Ils ont fait des grèves de communication. Ils sont passés plus de 11 mois en grève de communication. Ça voulait dire qu'ils ne maintenaient pas de contact avec l'extérieur. Ils disaient, bon, on va finir avec cette prison, on va finir avec les conditions de vie de cette prison. Ils ont commencé cette lutte qui a provoqué la réponse de l'extérieur aussi, et qui a provoqué la solidarité de l'extérieur avec
des voyages, des marches, des milliers de personnes qui se déplaçaient chaque année à la prison pour montrer la solidarité avec les prisonniers, etc. Alors, Herrera de la Mancha va rester dans l'histoire du peuple basque comme une prison emblématique de deux côtés, du côté répressif, mais aussi du côté solidaire et de la réactivation, on dirait, de la solidarité avec les prisonniers. Pour que tous les prisonniers reçoivent des visites, les familles se sont organisées, déjouant ainsi le plan des autorités. Car si les visites sont essentielles pour l'équilibre psychique du détenu et pour celui de ses proches, elles sont aussi un moyen de dénoncer et de freiner les dérapages du personnel carcéral. Le coup reste néanmoins très sévère. Au cours des voyages, plusieurs parents ont trouvé la mort dans les accidents de la route. Qu'est-ce que le gouvernement cherche avec la dispersion? Ils ont dit du premier moment. Ce n'est pas quelque chose qu'ils ont caché. La destruction du collectif, des prisonniers politiques basques. Hombre, Josu! Soy Dilin. Josu. Arriba seguía. Opa! Opa! Alors, Skyler, que toi? Tu viens ici, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de... Bon, il n'y a plus rien, il y a tout, mais nous avons changé, les gens ont changé. Les amis, las cuadrillas, les groupes d'amis depuis toujours, ça a disparu. C'est très bien, hein. C'est très bien que personne ne reste là-bas en pensant que ça se dit. Là, il se passe bien. On charge les piles après quelques mois, on charge les piles et on continue à se battre d'une autre façon. Et on continue. Le 10 juillet 1997, ETA enlève un conseiller municipal du Parti populaire, le parti au pouvoir à Madrid, et donne 48 heures au gouvernement espagnol pour procéder au regroupement des prisonniers. Mais Madrid ne fléchit pas face au chantage et préfère sacrifier l'un des siens plutôt que de parler avec des terroristes. La mort de Miguel Ángel Blanco nous montre, au-delà de la cruauté de cette action, l'obstination et le pouvoir du gouvernement espagnol. Alors que Madrid interdit et bloque toute voie politique pour une résolution pacifique du conflit, la classe politique basco-espagnole, avec l'aide des médias, met en place un processus de criminalisation d'Herri Batasuna, le parti de la gauche basque, l'accusant de ne pas condamner les actions de l'ETA. Bien que le peuple basque soit descendu dans la rue pour crier son indignation, sa majorité demande l'ouverture d'un dialogue et exige de Madrid qu'il rapproche les prisonniers politiques. Actuellement, il y a une pratique, depuis Madrid surtout, d'essayer d'éliminer tout ce qui peut représenter une menace pour la conception idéologique d'un État espagnol unitaire, grand et libre, ce qui est le cas que défend le PP. Puisque le gouvernement espagnol ne peut pas en finir avec l'ETA, il essaye d'attaquer tout ce qui peut représenter une option idéologique plus ou moins rapprochée de l'ETA, c'est-à-dire plus ou moins indépendantiste. Et c'est dans ce sens-là que, dernièrement, l'arrivée de la droite au pouvoir, qui a une tradition de droite franquiste en Espagne, de droite pure et dure, a établi que la meilleure solution, c'est pour en finir l'ETA, c'est attaquer un peu
disons, le créneau politique du mouvement indépendantiste. Et c'est dans ce sens-là que l'attaque Herri Batasuna est une attaque, si vous voulez, dans ce front indépendantiste à l'expression politique. Le problème, c'est que les gens, certaines branches politiques, surtout de l'État espagnol et des forces politiques basques qui soutiennent les stratégies du PP, pour des intérêts propres à eux, nous accusent de ne pas condamner les attentats de l'ETA. Nous, on dit que le fait de condamner les attentats n'amène à rien. Le fait, c'est qu'eux, ça fait 20 ans qu'ils condamnent tous les attentats de l'ETA, mais l'expression de la violence continue à exister. Donc le problème, ce n'est pas de condamner ou de condamner, c'est établir une résolution du conflit. Une semaine après la mort du conseiller municipal, un militant basque meurt dans les prisons espagnoles. Peli est retrouvé pendu dans sa cellule. Sa famille ne s'explique pas les raisons de sa mort et rejette la version officielle du suicide. On ne peut pas dire que c'est un suicide. Si on voit ce que c'est la dispersion, ce qu'ils cherchent, dans une mesure, ils sont arrivés. Ils n'ont pas eu leur but de renonce politique de cette personne. Ils ont eu cette personne morte, non? C'est la dignité des personnes qui arrivent à ça. Il a préféré mourir en prison, à renoncer et donner la victoire à leurs ennemis, à ses ennemis, non? Alors, pour nous, la dispersion, c'est ça, ou renonce ou morte. Et ils ont réussi dans ce cas-là. Egia bat esateagatik alabak hil behar bazaizkit. Andrea bortxatu behar badidate, etxea lurrarekin berdindu behar bazait. Egia bat esateagatik ebaki behar badidate. Nik eskribitzen dudan eskua, nik kantatzen dudan mina. Egia bat esateagatik nire izena kenduko badute euskal literaturaren urrezko horrietatik. Guerre sale, déportation, dispersion, mauvais traitement, harcèlement policier, les gouvernements successifs utilisent toutes sortes de moyens répressifs pour évincer la question basque. Réfugié au Pays Basque Nord en 1987, Cacho est arrêté une première fois à Cibourg par la PAF, la police des airs et des frontières. Quelques mois plus tard, il est à nouveau arrêté et remis à la police espagnole. Il est alors incarcéré jusqu'en 1989, date à laquelle il est jugé et acquitté, la justice n'ayant aucune charge contre lui. En janvier 1992, il est arrêté par la garde civile qui, après 3 jours de torture, le remet en liberté. En février 1995, il sera à nouveau arrêté. Bueno, todo comenzó, como sabéis, la madrugada del martes. Eh bien, comme vous le savez, tout a commencé dans la nuit de mardi à mercredi dernier. Je crois que c'était à peu près vers 6 heures du matin. Je n'en suis pas sûr parce que je n'ai pas eu le loisir de regarder l'heure exacte. Je croyais que je rêvais. Je me suis réveillé d'un coup, j'entendais des cris de garde civile.
À ce moment-là, avec ces cris-là, j'ai compris que c'était vraiment la garde civile. Alors je suis sorti dans le couloir et j'ai eu l'agréable surprise de me retrouver en face de gens portant des cagoules et habillés en vert. Ils tenaient mes parents par le cou et me visaient avec une arme. Ils les utilisaient comme un bouclier. Là-bas, ils m'ont mis une poche en plastique sur la tête, un sac poubelle, et c'est alors qu'ils ont commencé à me frapper sans rien me dire. C'était surtout des coups sur la tête. Et ils m'obligeaient aussi à faire des flexions. J'ai senti alors comme si quelque chose me mordait la jambe, quelque chose comme une morsure. À chaque fois, la douleur augmentait. La morsure était de plus en plus forte. Je me suis rendu compte qu'il s'agissait en fait de décharges électriques. Je suis dans un couloir contre le mur. Tous les gens qui passent me frappent à tour de rôle. Derrière moi, j'entendais un bruit, comme s'ils tiraient quelque chose. C'était comme une respiration, une espèce de ronflement. Je pensais que c'était un garde civil qui se moquait de moi. Mais à ce moment donné, plusieurs personnes rentrent dans une salle et commencent à crier comme s'ils s'adressaient à quelqu'un. Ils lui disaient « Alors tu fais ton cinéma ? Tu étais courageux pour tuer et maintenant tu t'évanouis comme une femme ?» J'entendais comme s'il le frappait. À un moment donné, il y a eu une conversation. L'un d'eux disait « Il ne respire pas, il respire faiblement. Il faut lui contrôler le pouls. » Alors que les autres disaient « Non, laisse, on va lui balancer un peu d'eau et il va se réveiller. » Alors qu'il vomissait, j'ai entendu l'un d'eux dire « Il faut l'emmener chez le médecin, il est bousillé. » Ensuite, ils m'ont mis dans une voiture et ont commencé à tourner. Ils ne me posaient pas de questions, mais me disaient ce que j'avais fait, que j'étais en contact avec l'organisation et toute une histoire. Moi, je niais tout et ils commencèrent à me frapper sans raison. Tout à coup, ils s'arrêtent à un endroit que je n'ai pas pu voir, mais je me rappelle qu'il y avait une espèce d'escalier en colimaçon. Il me disait qu'ici, il y avait un puits, et alors que je commençais à descendre, ils m'ont immobilisé et enlevé les menottes en me disant « Ton voyage s'arrête ici, on t'enlève les menottes parce que ce serait du gaspillage. » Aussitôt, ils me prennent et me poussent. « Ton histoire se termine ici. » Ils me poussent en avant et je tombe d'une marche. Je ne sais pas combien d'individus sont entrés dans ma cellule. Ils m'ont emmené dans un local et commencent à m'interroger. Les questions sont « Bon, parle-nous de l'organisation. » Moi, je dis que je ne sais rien. Alors les flexions, les coups et les électrodes recommencent. Pendant un des interrogatoires, j'entends une voix qui dit « Nous allons célébrer la mort d'un Etara et voyons si, avec un peu de chance, nous célébrerons aussi celle de son fils. » Je demande à l'un d'eux de quoi il parle. Et il me dit textuellement « Ton père est mort d'une thrombose. » Je crois que j'ai eu une attaque, j'ai commencé à baver et à avoir des convulsions. À ce moment-là, je ne sais pas très bien ce qui s'est passé. J'ai eu du mal à respirer et c'est à ce moment-là qu'ils arrêteront l'interrogatoire. Le 7 février 1997, Cacho est retrouvé pendu à la ventilation de la fenêtre de sa cellule.
Le 8 octobre 1997, nuit de malheur. Une fois de plus, la police autonome basque a occupé nos rues. Une fois de plus, un coup dur est porté à la jeunesse du Pays basque. Ander, Kishki, Tsikor, Lander et Gorka ont été victimes de cette répression. Ils sont entrés sauvagement dans leurs appartements. Ils les ont jetés à terre et après leur avoir passé les menottes, ils ont mis leur domicile sans dessus-dessous. Au commissariat, ils ont été menacés, injuriés, torturés. Soyez sûrs que notre lutte continuera parce que nous savons que dans la rue, le combat continue. Il y a un système pour la torture. Alors c'est une torture systématique. Il y a le système espagnol qui est le système légal et judiciaire espagnol qui est construit pour la torture. Il y a la participation du législateur qui a fait la loi pour que la garde civile torture, pour que le juge incarcère. Ce juge est prêt à tolérer les tortures pour faire son travail. Son travail, c'est incarcérer les personnes et donner à l'État des succès dans la lutte antiterroriste. Alors, il a besoin, ce juge a besoin de tortures pour avoir des aveux et des confessions et des inculpations et des auto-inculpations pour après faire son travail. Si un copain à moi est arrêté aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais il peut dire que j'ai fait n'importe quoi. Dans les sessions de torture, la garde civile vient me chercher. Et si j'ai la chance de ne pas être à la maison à ce moment-là, j'ai deux possibilités. Ou me laisser arrêter et passer la torture, aller et me présenter volontairement au juge. Alors je risque d'être inculpé de collaboration et de faire quelques années de prison. La troisième possibilité, c'est m'enfuir. Alors il y a plein de citoyens basques au tout le large du monde qui sont en fuite de cette situation. Environ 2000 Basques vivent dans la clandestinité. En France, militants actifs ou non, tous sont trouvés en possession d'une arme lors de leur arrestation. Accusés de collaborer ou d'appartenir à une association de malfaiteurs, ils sont alors incarcérés dans les prisons françaises. En se mettant volontairement dans une situation illégale, les exilés basques échappent ainsi à la reconduite immédiate vers l'Espagne. Mais après avoir purgé leur peine, qui peut aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement, certains sont remis à la police espagnole. Moi, les premiers clients que j'ai eus dans le cas d'une décision d'expulsion et de remise à la frontière illégale, ça a été le 2 juin 1994 avec M. Aizpurua Aizpuru. Alors lui, il finissait sa peine de 4 ans et au lieu d'être libéré de la prison de Fleury, il a été arrêté à l'intérieur de la prison, ce qui est illégal. On ne peut pas arrêter quelqu'un qui ne fait pas l'objet d'un mandat, mais lui, il a été arrêté, il a été conduit dans un véhicule par des policiers français qui l'ont amené à la frontière espagnole et l'ont remis entre les mains des policiers espagnols. On prévient la garde civile, on va vous donner cette personne à 3 heures du matin dans telle frontière. Alors 5 jours de torture, ça suffit souvent pour avoir des aveux auto-inculpatoires contre ces personnes, pour condamner cette personne après
Et quand il n'y a pas, comme la loi espagnole permet de garder une personne pendant 4 ans en prison provisoire, ouais, il y a des gens qui ont été expulsés, contre lesquels il n'y a rien à l'État espagnol et qui restent encore en prison depuis des années. J'ai devant moi des articles de presse qui ont été rédigés quelques jours avant la libération d'un basque, Josu Urrutikoetxea, qui était à la fin de sa peine. Il avait été condamné à 10 ans. Aucune charge n'était retenue contre lui par les juges espagnols et il devait être libéré de la maison d'arrêt de Toulouse. Alors, ABC, un journal de droite espagnol, disait dans son exemplaire du 14 avril 1996, l'Espagne a pacté avec la France la remise de 9 étarras ces prochains mois. La plupart de ces personnes-là non seulement ont fait l'objet de tortures, mais en plus ils sont encore aujourd'hui détenus dans les prisons espagnoles suite à une procédure illégale faite par la France. Aussi bien dans la torture que dans la détention illégale de toutes ces personnes-là, la responsabilité de la France elle est première, puisqu'elle est à la base, et c'est elle qui provoque et c'est elle qui permet les illégalités qui sont commises en France. Pourquoi la France accepte ce type de comportement et pourquoi le journal ABC dit en avril 1996 que l'Espagne a pacté avec la France? Ça, ce n'est pas gratuit. Ça se transforme après en contrat millionnaire de TG de construction publique. Et la France a des intérêts financiers et économiques. Et l'Espagne paye chaque extradition et chaque expulsion et chaque remise à la frontière. Ça, ce n'est pas gratuit. Le 20 avril 1995, ETA présente l'Alternative démocratique, proposition de paix considérée par la classe politique basque comme étant un instrument valable pour construire un processus de paix. Lors des élections de 1996, Herri Batasuna reprendra 1 minute 30 de cette proposition de paix pour la conception de son vidéoclip électoral. Avec l'alternative démocratique, le Pays basque connaîtra une nouvelle situation dans laquelle toutes les sensibilités politiques pourront présenter leurs projets, y compris celles dont l'exigence est l'indépendance, dans la mesure où on lui donnera cette possibilité. C'est là le sens de l'alternative démocratique, disposer de la capacité de décider du futur du Pays basque librement. La négociation avec l'État espagnol doit porter sur la reconnaissance du Pays basque, mais plus exactement sur le droit à l'autodétermination et à l'unité territoriale. Le droit à l'autodétermination n'est pas une option politique. Il s'agit d'un droit démocratique reconnu à tous les peuples. Une fois obtenu ce droit, les Basques décideront comment, quand et pourquoi et dans quel but développer ce droit. Je suis sûr que eux, les militants de l'État, sont les premiers à vouloir finir avec ces méthodes. Mais aujourd'hui, non, c'est une violence d'abord que c'est une réponse à une autre violence. Ce n'est pas qu'ils sont venus ici en train de nous donner des gâteaux ni des bonbons. Ils sont rentrés à sang et à feu. Ici aujourd'hui, il y a encore une organisation armée, c'est parce qu'il fait une violence que c'est toujours une réponse à une violence, à la première violence de l'État. Les services secrets espagnols, on appelle ça guerre de basse intensité. Ce qui est intéressant, c'est pourquoi il faut encore abandonner un bon jour tout et partir et tu vois qu'est-ce qui se passe, on tue, on meurt dans cette histoire-là. Tu vois, il y a toujours des arrestations, il y a 600 prisonniers et ça continue. On vient de démanteler un commando à Guernica
et une fille qui a été tuée. Ce commando il va marcher 4 jours plus tard. C'est l'histoire qu'il a dit, pas moi. En 4 jours, il y a une autre Inasi, c'est la fille qu'on a tuée, il sera là. Le triste, c'est qu'on pouvait finir avec cette histoire demain. On va faire demain un référendum. Il n'y a rien de plus démocratique. On fait un référendum. Si personne ne veut imposer rien ici, si on fait un référendum et on dit les Basques qu'ils veulent être espagnols, bueno, ça sera après une position politique, c'est-à-dire un programme le tien, tu continues politiquement à te battre pour ce que tu crois. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Ça ne se pose pas la question, c'est-à-dire, référendum de quoi? Ici, on est tous des Espagnols, point à la ligne. Et tu vois, ce n'est pas ça. Au moins, il y a une partie importante de ce peuple qui ne le voit pas comme ça. Je crois qu'il faut être fondamentalement démocrate. C'est-à-dire, si vous êtes minoritaire, ce qui est notre cas, mettons, on y parle ici, oui, parce que alors, nous sommes, je ne sais pas, 15% des suffrages. Mais quand de l'autre côté, il y a une majorité de gens qui sont abertzalais, qui sont nationalistes basques, à travers différentes tendances, des réformistes du PNV aux radicaux de État, à Herri Batasuna. Il y a une majorité. La loi de la démocratie ne fonctionne plus. Parce qu'il y a longtemps que le Québec serait indépendant s'il avait la majorité des abertzalais comme il y a au Pays Basque Sud, qui lui ne l'est pas. On te dit, ils ont l'autonomie. Oui, certes, mais eux, c'est pas ça leur combat. Donc, la démocratie ne fonctionne pas. D'une part, la loi fondamentale n'est pas votée. Au Parlement de l'autonomie à Gasteiz, les députés basques ont voté le 10 février 90, c'est-à-dire quelques temps après que le mur de Berlin tombe et que tous les pays baltes se proclament indépendants, ont voté l'autodétermination des peuples basques, légalement, qui bien sûr n'a jamais pu s'appliquer. Et il y a aujourd'hui, à travers les différentes élections, l'ensemble des partis nationalistes basques qui sont largement majoritaires. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on parle de majorité syndicale, on ne parle pas de terrorisme, mais il y a une majorité syndicale au Pays Basque qui n'est pas reconnue à Madrid. Et bon, ça n'a rien à voir avec le terrorisme. Quand on parle par exemple d'une majorité sociale, politique et institutionnelle par rapport au rapprochement des prisonniers politiques, une revendication qui a été acceptée même par les institutions ici au Pays Basque, cela n'a pas été accepté par Madrid, même si elle a été revendiquée par la majorité parlementaire au Pays Basque. Ça n'a pas beaucoup à voir avec les attentats non plus, mais ce n'est pas respecté non plus. Quand on parle par exemple au niveau économique des décisions qui sont prises ici, qui ne sont pas respectées à Madrid, ça n'a absolument rien à voir avec le terrorisme, mais ça existe aussi. Donc la division, elle est d'en haut d'en bas. Dans ce sens-là, le fait qu'une organisation comme le TA, qui est, disons, l'expression, une des responsables qui mène une lutte armée au Pays Basque et dont les conséquences de la violence, là, une partie propose sa volonté de paix à travers une proposition, et cette proposition elle est démocratique, elle ne fait pas appel à faire des attentats, ni à tuer plus de gens, ni à faire des bombes, mais à établir qu'on peut arriver à dépasser l'expression violente du conflit d'une manière politique. Nous, on considère que c'est une apportation intéressante. Pour que ce processus soit démocratique, tous les citoyens et citoyennes basques doivent y participer sans aucun type de pression. Autrement dit, les conditions suivantes doivent être remplies. L'amnistie totale et inconditionnelle. L'amnistie ne se négocie pas, elle est une condition sine qua non dans ce processus démocratique. Cela suppose la libération de tous les prisonniers et prisonnières politiques basques, le retour des réfugiés ainsi que celui des exilés. La seconde condition est le retrait des forces armées espagnoles. Il n'est pas nouveau de dire que le rôle de celles-ci est de garantir l'unité de l'Espagne. Tant qu'au Pays Basque seront présentes ces forces armées, les conditions nécessaires au développement du processus démocratique ne seront pas réunies. Ceci est une évidence pour le peuple basque. Si l'État espagnol était d'accord sur ces points, l'ETA décréterait un cessez-le-feu afin que le processus démocratique arrive à son terme. Accusés de collaboration avec bande armée pour avoir voulu diffuser 1 minute 30 de la proposition de paix de l'ETA, les 23 membres de la direction d'Herri Batasuna, condamnés à 7 ans de prison, sont arrêtés le 5 décembre 1997.
Le 15 juillet 1998, le gouvernement espagnol franchit le deuxième échelon. Par l'intermédiaire du tribunal spécial qu'est l'Audience nationale, le gouvernement du Parti populaire décide la fermeture du quotidien indépendantiste basque Egin et de sa radio Egin Irratia. Elle procède à l'arrestation de ses responsables et de journalistes accusés d'appartenance à bande armée. Qu'est-ce qu'il faut pour que ça s'arrange? S'asseoir. S'asseoir, parler. Oui, mais quelle est l'étincelle, le déclic qui ferait que on pourrait s'asseoir? Qui se réveille une petite lumière chez les politiciens de Madrid. Et on dit, ils le savent qu'avec la violence, ils ne vont pas. La répression, ils ne vont pas. Ils peuvent mettre en prison toute l'organisation. Ça s'est passé en 92. Toute la direction de l'organisation est rentrée en prison. 6 mois plus tard, il avait une autre direction. Ça, c'est un jeu. Pour moi, c'est un jeu que le Parti populaire, maintenant, il essaye de jouer une carte que non jouaient les autres avant. C'est-à-dire, il faut frapper pour affaiblir, et quand il soit bien affaibli, on s'assoit. Et ça ne marche pas. Même si on arrive à affaiblir, quand tu es faible, tu ne t'assois pas. Le 18 septembre 1998, l'ETA met fin à ses actions armées de manière indéfinie. Cette annonce fait suite à l'accord dit « Accord de Lissara-Garassi », signé par 23 organisations politiques, syndicales et sociales des 7 provinces du Pays basque. En reconnaissant le caractère politique du conflit, les organisations s'accordent et dressent une méthode pour un processus de négociation dans le but d'une résolution pacifique et politique. On peut espérer que le rapport de force, jusqu'alors assumé par ETA, sera relayé par la volonté des forces politiques et sociales pour faire respecter la décision du peuple et construire un avenir au Pays basque. Begietatik nola zauden laguna elbarria, esplikatzera nijoak izun orden gurea berria, bere mendietan azten doa bizitzakimu berria, denetarik ederrena dauka bere uda berria, zuaitzeko horria, langileen izerdia, ifarraldetik anegoraino zuri berdeta gorria. Na-na-nai, na-nai, na-nai, na-na-nai, na-na-nai, na-nai, na-nai, zuaitzeko horria, langileen izerdia, ifarraldetik anegoraino zuri berdeta gorria.